Alors, bonjour à tous. Avant de me présenter, je voulais tout d'abord remercier Val Performance et Laurent Koviak pour m'avoir invité. Alors, rapidement, je m'appelle Cédric Leduc, je suis étudiant en thèse. On va dire que mon parcours dans les sciences du sport a commencé vraiment durant mon master où j'ai effectué un stage au sein du département performance du LOSC pendant 2 ans. Par la suite, euh, réalisé un voyage de quelques mois en Australie durant lequel j'ai réalisé un stage dans une université, mais aussi visité plusieurs clubs de football australien. Par la suite, en 2016, j'ai pris la direction de Paris et de la Fédération française de rugby pour être sport scientist avec l'équipe de France de rugby à 7 masculine. Et en parallèle de ça, j'ai réalisé un second master. En 2017, j'ai commencé une thèse que je finirai cette année au sein de l'université Leeds Beckett sur les cinétiques de récupération dans le cadre du rugby A15, avec un axe particulier sur le sommeil. Parallèle de ça, je suis responsable de la préparation physique de l'équipe de rugby A15 de l'université et je pratique toujours l'haltérophilie à un niveau national. Alors aujourd'hui, on va parler principalement de suivi de la fatigue dans les sports collectifs avec l'introduction d'une méthodologie de suivi via des courses standardisées. Alors, si on fait un grand récapitulatif, on sait que la fatigue, c'est quelque chose de multifactoriel, impliquant des mécanismes centraux, périphériques et cognitifs. Et cette manifestation de la fatigue va se faire immédiatement après le match jusqu'à 72 à 96 heures après le match. Cet état transitoire, il est important de le mesurer et du fait de cette multifactorialité, on a nécessité d'utiliser plusieurs tests. Ces tests regroupent de manière globale tests de performance neuromusculaire, des tests du système neurovégétatif via variabilité de la fréquence cardiaque ou de la fréquence cardiaque seule, de certains marqueurs sanguins et enfin de certaines mesures subjectives via des questionnaires. Alors bien que suivi de la fatigue sur le papier semble idyllique, notre sport scientist, au jour le jour, il peut rencontrer plusieurs difficultés à la bonne mise en place de ce suivi. Alors si on remet les choses dans le contexte, dans le cas des sports collectifs, on va souvent évaluer le statut du joueur à 2 jours après le match. Samedi on joue, dimanche repos, lundi on évalue nos joueurs pour la reprise de l'entraînement. Donc pour le sport scientist, c'est quand même un jour vraiment important. Et parce que c'est là vraiment qu'il pourrait avoir un impact. Après, il va rencontrer plusieurs difficultés. La première, due à la multifactorialité de la fatigue, il faut qu'il utilise plusieurs tests, comme on l'a dit, des mesures subjectives, potentiellement des marqueurs sanguins, des tests de perf. Et tout ça, ça prend du temps à être collecté. Et du temps dans les sports collectifs et notamment dans les, dans les, dans les structures de haute performance, le temps est rare. Donc, ce temps de collecte des données va être potentiellement une première difficulté. Deuxièmement, quand vous collectez ces données, vous aurez toujours des joueurs qui vont être peu enclins à réaliser ces tests. Parce que ces tests, ils impliquent euh, par moment euh, des perfs maximales, comme les sauts. Et ça, certains joueurs n'ont pas réellement envie de les faire. Aussi, sur certains joueurs d'expérience, vos mesures subjectives, on va observer ce qu'on peut qualifier de réponse automatique, où ils vont remplir ce que vous voulez voir. Donc ça, cette adhérence des joueurs au suivi de la fatigue, c'est compliqué. Ensuite, euh, avec tous ces tests, on a différentes sources de données qui, si elles ne sont pas bien collectées, bien enregistrées, analysées et visualisées, ça peut être vite un process chronophage et inefficace. Donc ça, ces difficultés tout autour du management des données, ça peut vite être problématique. D'ailleurs, il y a un très bon article de Yann Lemeur sur le sujet.
Donc après avoir passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, dépend de votre contexte, vous avez enfin fini votre rapport, vous avez identifié quelques joueurs avec des hauts niveaux de fatigue, et là c'est le moment de transmettre ces informations aux entraîneurs. Cependant, ben, l'efficacité ou l'utilité de ces informations, c'est rarement celle escomptée. En effet, l'entraîneur il n'a pas que ça à gérer, il n'a pas que l'aspect physique du joueur à considérer, mais il y a aussi des aspects technico-tactiques qui vont souvent primer sur l'état de fraîcheur des joueurs. Donc, en d'autres termes, si un entraîneur veut qu'un certain joueur, même fatigué, s'entraîne, il va s'entraîner. Donc tout ça fait que beaucoup d'efforts pour au final un impact relativement limité. Alors ça, c'est plus des considérations pratiques. Par contre, on va aussi avoir certaines considérations théoriques sur l'utilité du suivi de la fatigue. Sur ça, on peut mentionner la spécificité des tests. En effet, on va principalement tester les joueurs sur un plan vertical via des sauts, alors qu'au final, la locomotion dans les sports collectifs, elle est principalement d'ordre horizontal. Deuxièmement, la relation avec le risque de blessure. À l'heure actuelle, il n'y a aucune évidence, très très peu d'évidence, quant à la relation entre un joueur fatigué et un risque de blessure accru. Alors ça paraît un peu idiot, mais l'évidence, elle n'est pas encore là. Ça va sûrement arriver bientôt avec avec des méthodes statistiques plus avancées, mais à l'heure actuelle, le niveau d'évidence est que il n'y a aucune relation entre le suivi d'état de forme et le risque de blessure. Enfin, la performance. Bon, l'idée étant qu'un joueur fatigué pourrait performer moins bien, ben là encore, on ne sait pas. On ne sait pas si une diminution par exemple de X% sur un saut en contre-mouvement ou des mesures de questionnaire vont avoir un impact sur la perf physique, la perf tactique et au final sur le résultat du match. Est-ce que ce genre de données peuvent expliquer une victoire ou une défaite? La réponse est encore inconnue. Donc tout ça fait que le suivi de la fatigue, c'est un vrai challenge. Alors, on va pas révolutionner le monde dans cette présentation, mais afin on va dire, de simplifier et d'améliorer un petit peu ce système, il y aurait plusieurs opportunités via les nouvelles technologies. Et principalement, quand on parle ici de nouvelles technologies, on fait référence aux GPS et aux accéléromètres intégrés dans ces GPS. Regardons ça, il y a eu un très bel article de Jace Delaney dans un blog qui mettait en lumière ce concept de, au final, moins vous en faites, plus vous en faites. C'est-à-dire que les données collectées au quotidien vous permettent déjà d'avoir une certaine idée de l'état de forme de vos joueurs. Bon, après, il parle du concept de suivi invisible. C'est un peu, je pense que c'est un peu prématuré. Donc là, on va voir qu'au final, notre suivi de fatigue, il est encore loin d'être complètement invisible. Et par rapport à ces nouvelles technologies, il y a eu des propositions de fait et des articles décrits sur l'utilisation de courses standardisées qui pourraient donner des informations sur l'état de fatigue de certains joueurs. Et c'est là tout l'objet de la présentation. Je vais introduire différentes méthodes utilisées dans la littérature afin que ça vous donne des idées potentiellement si vous voulez l'intégrer au sein de votre suivi. Alors avant d'aller un peu plus loin dans le suivi de la fatigue via GPS et accéléromètre, je pensais qu'il y avait un point important à refaire autour des considérations à avoir avant d'intégrer un test dans une méthodologie de suivi. En effet, il y a 2 points qui sont vraiment importants. Le premier, ça va être la validité, c'est-à-dire est-ce que mon test mesure ce que je veux mesurer? Et en 2, ça va être la reproductibilité. En d'autres termes, est-ce que dans des mesures, dans des conditions similaires,
mon test me procure des mesures stables. Nous, ce qu'on veut, c'est peu de variations entre des conditions similaires. Ça va vous permettre de calculer ce qu'on appelle les plus petits effets détectables et ainsi différencier ce qui est du bruit versus du signal. Et donc au final, dans le cas de figure parfait, nous ce qu'on veut, c'est ce qui est montré sur la cible à gauche, c'est un test valide et reproductible. Et ça doit être fait systématiquement avant l'intégration d'un test dans votre méthodologie de suivi. Et au final, si on fait la genèse de ces courses standardisées pour mesurer la fatigue, c'est ce qui a été fait. Toutes les études que je vous présentais, c'est des études de reproductibilité et de validité. Alors la première qui au final a été vraiment un vecteur important dans la diffusion de ces méthodologies, ça a été une étude de validité réalisée par Martin Buchette et Jean-Benoît Morin, que vous devez sûrement connaître, qui là sont intéressés à savoir si on pouvait mesurer des temps de contact et des temps de vol via un GPS placé entre les deux omoplates. Calcul de temps de vol et de temps de contact vous permettant de calculer une raideur musculaire, ce qui pourrait être vraiment intéressant de manière à avoir un suivi de fatigue régulier de ces indicateurs-là. Et donc, eux, dans leur étude, ils ont montré qu'il y avait une forte corrélation entre les temps de contact et temps de vol mesurés via l'accéléromètre et comparativement à un tapis de course avec plateforme de force intégrée. Et donc cette étude-là, elle a été assez centrale et était vecteur de toutes les études, on va dire, de terrain qui ont été réalisées par la suite. Donc réalisées par le même auteur, hein, Martin Buchette, ils se sont intéressés déjà à la reproductibilité d'un protocole de 4 x 60 mètres de course réalisé en 12 secondes, où là, où l'aire grise sous la courbe représente les périodes d'analyse. Donc il y avait une intégration des 4 courses moins la période de récupération de la dernière, d'accord. Et ils considéraient les variables de raideur musculaire, de pic de force et aussi un indicateur très intéressant dont on va approfondir plus tard, un indicateur d'efficacité de course qui au final est un ratio entre votre charge mécanique et votre vitesse. Et donc là, il montrait une reproductibilité chez des footballeurs qui était plus que acceptable, ainsi qu'une meilleure sensibilité des tests de course comparativement à des tests classiques. Notamment cet indicateur de propulsion d'efficacité de course. Si on peut citer quelques limites à cette étude, on pourrait mentionner dans un premier temps l'utilisation d'un logiciel très spécifique qui n'est pas forcément disponible pour tout le monde. Et deuxièmement, la nature des changements observés principalement sur cet indicateur d'efficacité de course n'était pas identifiée. Il y a eu des hypothèses de fait, mais on ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Par la suite, on a une autre étude qui était réalisée par un groupe australien qui, eux, au final, ont proposé des courses de 3 x 50 mètres réalisées en 8 secondes. Et ils ont proposé de différencier certaines phases de la course. Une phase d'accélération qui est représentée en gris foncé et une phase, on va dire, qu'ils ont qualifiée de plateau en gris clair. Sur ces différentes phases, ils ont calculé une charge mécanique, hein, qui ici était le player load, sur les différents plans de l'espace. Vous observez encore une fois une bonne reproductibilité ainsi qu'une sensibilité à la fatigue après un match de football australien. Là encore, on peut proposer quelques limites, notamment sur l'intégration de la phase d'accélération dans le calcul, sachant que l'accélération peut être
relié à plus des stratégies de course du joueur plutôt qu'un état de fatigue en soi, mais aussi des périodes proposées pour identifier la phase de plateau. Une autre étude réalisée par Fitzpatrick en 2019, qui travaille à Newcastle United, lui a proposé un autre protocole qui consistait en une navette de 20 mètres pendant 5 minutes, courue à 12 km/h. Ici, encore une fois, calculer la charge mécanique sur les différents plans de l'espace entre la 2e et 4e minute du test. Encore une fois, la reproductibilité était en réalité meilleure que les études citées précédemment. Par contre, on peut avancer en limite, d'une part, la vitesse de course qui pourrait être insuffisante pour avoir un état stable de raideur musculaire, mais aussi, et je pense que pour les différentes études, c'est le même constat, on n'a pas d'indicateur précis qui explique en quoi cette charge mécanique est reliée à d'autres indicateurs biomécaniques ou physiologiques clairement définis dans la littérature. En effet, les 3 études citées précédemment avançaient des mécanismes en lien avec la raideur musculaire, mais ils ne l'ont jamais réellement comparé à ces données extraites pendant les courses standardisées. Et c'est là qu'on en vient à notre article qu'on a publié au sein de notre groupe, où nous, justement, on s'est intéressé à comparer cette raideur musculaire par rapport à notre test de course. Donc, ce qu'on a fait, on a utilisé une mesure de raideur, on a calculé une raideur musculaire sur une plateforme de force pendant un test de saut, et on a comparé ça à notre test de 4 x 60 mètres réalisé en 12 secondes, similaire à Buchheit et ses collaborateurs en 2018. Alors concernant notre méthodologie d'analyse de la course, on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait essentiellement des problèmes à intégrer les phases d'accélération et de décélération. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le fait d'intégrer ces périodes d'accélération et de décélération versus une période à vélocité constante. A l'inverse, ici, on a choisi un seuil d'accélération de manière à capturer la période stable de la course. Et on a réalisé ça on a calculé une charge mécanique sur les 3 axes de l'espace, ainsi qu'uniquement sur l'axe vertical. Et ceci, de manière similaire à Martin Buchheit, on a calculé un ratio d'efficacité de course, charge mécanique sur vitesse. En termes de résultats, quand on s'intéresse aux relations entre raideur musculaire et notre indicateur d'efficacité de course, notre ratio charge mécanique vitesse, quand on intègre la totalité de la course, c'est-à-dire phase d'accélération, de plateau et de décélération, on observe uniquement des relations non claires à modérées avec la raideur. A l'inverse, quand on utilise la période à vitesse constante, là on observe des relations larges, et encore meilleures quand on utilise uniquement la composante verticale de l'accéléromètre. Ça suggère qu'au final, il est important d'isoler cette période à vélocité constante de manière à avoir un état stable ainsi que des associations claires avec la raideur musculaire. En termes de reproductivité, on observe coefficient de variation de 8 à 11% et des plus petits effets détectables entre 2 et 5%. Alors là, ces résultats paraissent relativement importants, même s'ils restent similaires à ce qu'on a observé dans les autres articles.
Après, on a réalisé cette étude pendant les 2 premières semaines de préparation, ce qui peut expliquer des résultats relativement importants. On est en train de refaire cette analyse de reproductibilité pendant un cycle compétitif et sur toute une saison. Après, en termes de sensibilité, on observe des résultats relativement similaires, où au final, on n'observe que des résultats, des changements modérés quand on intègre la totalité de la course. À l'inverse, on obtient des changements larges à très larges uniquement quand on intègre la période à vitesse constante. Cette augmentation du ratio, elle était un peu surprenante, mais au final, elle a du sens. On pourrait l'interpréter de la manière suivante. C'est-à-dire que pour une même tâche donnée, quand un joueur est fatigué, la quantité de mouvement nécessaire à la réalisation de cette tâche est plus importante, suggérant une modification du pattern de course moins efficace et suggérant un état de fatigue. On a reconfirmé ces résultats dans une étude récente dans le cadre de ma thèse, où au final, là, ce que vous voyez sur le graphique, ce sont les cinétiques de récupération à la suite d'une séance de rugby avec contact, et encore une fois, on observe cette augmentation du ratio AJ+1 et on commence à observer une diminution à AJ+2. Alors le mécanisme, encore une fois, de ce changement, il n'est pas excessivement clair. On a avancé une hypothèse comme quoi il y aurait une modification des niveaux de force de la chaîne postérieure qui expliquerait au final une diminution de l'amplitude de la foulée, suggérant cette augmentation. Après, on pense aussi qu'il y a nécessité à réaliser plus d'études pour s'assurer de la nature de ce changement. Est-ce que c'est dû à des facteurs centraux, des facteurs périphériques? Est-ce que c'est uniquement relié à une diminution de la chaîne postérieure, ou est-ce que c'est une combinaison de facteurs? Honnêtement, on ne sait pas. Comme je l'ai dit, plus d'études sont nécessaires pour s'assurer de la nature de ce changement. Alors si on conclut, l'utilisation des courses standardisées pour le suivi de la fatigue, ça représente, à notre sens, plusieurs avantages. Le premier, ça va être la compliance des joueurs. En effet, on passe d'un test maximal à un test sous-maximal, premièrement. Deuxièmement, ce test, on peut l'intégrer dans l'échauffement, ce qui au final, bon, c'est loin d'être invisible, mais c'est plus intégratif. Le joueur a moins conscience et a moins le sentiment d'être testé. Second point positif, c'est qu'au final, ces courses standardisées vous permettent d'avoir des mesures plus ou moins valides avec des relations larges avec la raideur musculaire, 2 tests reproductibles, et 3 des tests sensibles et potentiellement plus sensibles que les tests traditionnels utilisés pour mesurer la fatigue neuromusculaire. Enfin, et d'un point de vue pratique, c'est sans doute le point le plus intéressant, c'est que c'est un gain de temps énorme. Pour réaliser ce test, vous avez besoin de 3 minutes pour une équipe entière. En plus de ces 3 minutes, vous pouvez très bien continuer à intégrer des mesures subjectives, ainsi qu'un test de fréquence cardiaque que vous pouvez utiliser en échauffement. Mais au total, si on considère mesures subjectives, mesure de la fréquence cardiaque pendant 5 minutes de course sous max, et test de course standardisé pour des aspects neuromusculaires, vous pouvez avoir un check-up complet de vos joueurs en 10 minutes. Après, ça semble encore une fois parfait, mais il y a toujours des limites à mettre en avant. La première, c'est que malgré peut-être une meilleure adhérence des joueurs à votre méthodologie de suivi, les problématiques de l'entraîneur, ça reste les mêmes. Et il y a toujours cette globalité à intégrer qui fait que
le suivi de la fatigue ne sera potentiellement pas sa priorité principale. Ça, il faut l'accepter. Ensuite, comme on l'a évoqué précédemment, ces variables d'efficacité de course, ces ratios charge mécanique vitesse, semblent assez sensibles à la fatigue. Par contre, on ne sait pas la nature de ce changement. Quelle est l'origine de ce changement? On ne sait pas encore. Et là, s'intéresser à la nature de ce changement permettrait potentiellement d'avoir des protocoles de récupération plus spécifiques, donner plus d'indicateurs au corps médical par exemple, et adapter aussi certaines séances ou des échauffements par exemple. Enfin, ces mesures de cours standardisées sont, comme on l'a dit, semblent pertinentes. Par contre, vu que vous intégrez ce test durant votre échauffement, l'impact que vous allez avoir sur votre pratique va être limité, parce que entre le moment où vous faites votre test et le moment où est finie la séance, vous n'avez pas le temps de proposer ou d'identifier les joueurs à risque. Donc ça, il y a aussi des considérations en termes de traitement du signal, d'exportation des données à prendre en compte. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc on a montré que ce genre de test, de course standardisée pouvait être pertinente, pratique pour le suivi de la fatigue dans les sports collectifs. Cependant, il y a encore certaines limites à concevoir. Je vous remercie pour votre attention et merci à mes collaborateurs pour leur aide durant ce projet.